Conakry, 17 décembre, au sommaire de cette édition, la troisième phase du programme d'appui aux communautés villageoises PACV sera lancée en janvier prochain. C'est ce qui ressort de la rencontre qui vient de se tenir au Palais du Peuple, ici à Conakry. Peut-être la fin du calvaire des usagers de la route Kankan-Madiana. Les travaux de construction de cette route avancent à la satisfaction des bénéficiaires. On sommaire encore environ 100 milliards de francs guinéens pour la réalisation du sanctuaire marial de Bofa, un projet à l'initiative du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur des décrets du chef de l'État. D'abord, décret portant création, organisation, attribution du comité de gestion du Fonds de services universels et solidarité numérique. Le président de la République décrète. Chapitre 1 de l'objet et des définitions. Article 1. Objet. Le présent décret définit, en l'application des articles 45 et 46 de la loi 018 relative à la réglementation générale des télécommunications du 8 septembre 2005, les modalités de mise en œuvre de l'accès et du service universel des communications électroniques en République de Guinée. Il précise notamment les objectifs de l'accès et du service universel, les modalités pour la fourniture de l'accès et du service universel, la qualité du service minimal, les règles de définition et d'adaptation des prix pour la fourniture de l'accès du service universel, les dispositions concernant le financement et la compensation pour la fourniture de l'accès et du service universel. Création, organisation et fonctionnement du comité de gestion du Fonds de services universels et de solidarité numérique. Création. Pour la gestion des contributions des opérateurs du secteur des télécommunications TIC au titre du service universel, conformément aux dispositions de l'article 46 et de la loi 45, donc l'article 45 de la loi 018, il est créé un comité de gestion du Fonds de services universels et de solidarité numérique, en abrégé CGSU. Article 4. Organisation et composition. Pour accomplir sa mission, le comité de gestion du Fonds de services universels comprend un comité de coordination et d'orientation, un secrétariat exécutif. Article 5. Comité de coordination et d'orientation. Le comité de coordination et d'orientation est l'organe délibérant et décisionnel du comité de gestion du Fonds de services universels et de solidarité numérique. À ce titre, il a notamment pour fonction les attributions délibératives et décisionnelles ou toutes autres telles que citées à l'article 6 ci-dessous, en dehors de celles spécifiquement réservées au secrétariat exécutif prévu à l'article 12. Bureau du comité de coordination et d'orientation. Président, le ministre en charge des télécommunications TIC. Premier vice-président, ministre en charge de l'économie et des finances. Deuxième vice-président, ministre en charge du plan. Rapporteur, le directeur général de l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Membre, le directeur national des postes et télécommunications pour le compte du ministère en charge des télécommunications et des nouvelles technologies de l'information. Le directeur national du budget pour le compte du ministère en charge de l'économie et des finances, le directeur national prévision statistique pour le compte du ministère du plan, le directeur national des services de diffusion pour le compte du ministère de la communication, le directeur national de l'administration du territoire pour le compte du ministère en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation, le directeur général adjoint de l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Article 6, missions et attributions en dehors des missions et attributions spécifiquement dédiées au ministère en charge des télécommunications TIC, le comité de gestion du Fonds de services universels a pour mission favoriser et encourager la mise en place des infrastructures pour faciliter l'accès des populations des zones rurales économiquement non rentables et à faible densité humaine, concevoir une politique et une stratégie nationale de développement du service universel,
l'approbation du règlement intérieur, l'approbation du programme annuel ou pluriannuel d'activité, l'approbation du budget annuel et des rectificatifs en cours d'année, valider les comptes audités de chaque exercice et l'affectation des résultats. Construction effective et la mise en service par le bénéficiaire conformément au cahier des charges des programmes disponibles du service. Chapitre 8, mécanisme de gestion financière. Il est prévu un audit tous les ans pour s'assurer de la bonne gestion financière et comptable de fonds. À tout moment, un audit exceptionnel peut également être demandé si des faits le justifient. Les services du ministère de l'économie et des finances procéderont à une sélection transparente et indépendante du cabinet d'audit. Chapitre 9, dispositions diverses. Article 32, règlement des différends, les litiges entre l'ARPT et les opérateurs relatifs au calcul, au paiement des contributions et à la mise en œuvre des obligations liées au service universel sont portés à défaut de résolution amiable devant des juridictions compétentes en République de Guinée. Disposition finale. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré et publié au Journal officiel de la République, Conakry, le 17 décembre 2014, signé le président de la République, professeur Alpha Condé, chef de l'État. Décret portant nomination des hauts cadres au ministère de la coopération internationale. Le président de la République décrète, article 1er, les cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Secrétaire général, M. Daouda Kanté, précédemment directeur général Amérique, Europe, Océanie. Chef de cabinet, Dr Mayou Kake, confirmé. Conseiller principal, M. Cheikh Yaya Diallo, confirmé. Conseiller juridique, Mme Mariam Kamara, confirmé. Conseillère chargée de la coopération scientifique et culturelle, Mme Sona Barro, confirmée. Conseiller chargé de la communication, M. Tesken Jibril Kamara. Conseiller économique, M. Fodé Bangali Keita, en service au dit ministère. Conseiller chargé de mission, M. Marcel Leno, confirmé. Inspecteur général, M. Alpha Yaya Diallo, confirmé. Inspecteur général adjoint, M. Maxime Collier, confirmé. Attaché de cabinet, Mme Arabia Condé, confirmé. Directeur général des organisations internationales, M. Lamine Sissé, économiste. Directrice générale adjointe des organisations internationales, Mme Oumou Diallo, confirmé. Directeur général Afrique-Asie, M. Jean Mato Doré, précédemment directeur général des organisations internationales. Directrice générale adjointe Afrique-Asie, Mme Aïssatou Doucouré, confirmée. Directeur général Amérique-Europe, Océanie, M. Abdoulaye Fofana, précédemment directeur général Afrique-Asie. Directeur général adjoint Amérique-Europe-Océanie, M. Alpha Souma, précédemment chef de division Amérique du Nord et Mexique à la Direction générale Europe-Amérique-Océanie. Directeur général de la coordination des aides extérieures, M. Moustapha Diallo, en service au dit ministère. Directeur général adjoint de la coordination des aides extérieures, M. Kelly Kamara, confirmé. Directeur général de l'intégration africaine, M. Siaka Sissoko, précédemment directeur général de la coordination des aides extérieures. Directrice générale adjointe de l'intégration africaine, Mme Mabinti Condé, confirmée. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au Journal officiel de la République, Conakry, 17 décembre 2014, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Le président de la République, toujours préoccupé par la gestion des passeports et la santé des populations suite à l'épidémie Ebola, professeur Alpha Condé s'est rendu ce mercredi dans le département de la sécurité à Koléa et l'hôpital d'Ignasdine. Au cours de ce périple, les populations sont sorties massivement et spontanément pour le saluer. Ibrahima Keita signe ce reportage.
Tout a commencé après une visite familiale à Mafanko dans la commune de Matam. En compagnie du ministre d'État chargé de l'investissement et du partenariat public-privé, professeur Alpha Condé s'est vu obligé de faire quelques kilomètres à pied pour saluer les populations qui étaient spontanément sorties. Au cours de cette marche improvisée, le président de la République a été marqué par quelques travaux en cours, comme ici entre Mafanko et Koléa. Profitant de son passage, professeur Alpha Condé est venu encourager le personnel de ce centre de santé communal. Non loin de là, le département en charge de la sécurité a été visité par le chef de l'État et sa suite. Ici, au point d'enregistrement des postulants au passeport biométrique, professeur Alpha Condé a eu toutes les informations liées à ce document de voyage. En route pour le palais Sékou-Touria, le chef de l'État s'est rendu à l'hôpital Ignace Dine où est hospitalisée une de ses vieilles connaissances en la personne d'Elhadji Ousmane Dabo. Préoccupé par la persistance de la fièvre à virus hémorragique Ebola, et comme à chaque occasion, le chef de l'État a invité les médecins à la vigilance et surtout à la protection. Si les médecins sont les premiers responsables, comment voulez-vous constituer l'Ebola? Si les gens lavent le dos, il faut que nous se lave le ventre. Si toute la communauté nationale se mobilise, parce que ces gens viennent le 20, tout le monde se mobilise, sauf nous, alors que nous sommes les premiers concernés. Dès lors, il s'agit de croire en l'existence de la maladie à virus Ebola et de conjuguer des efforts afin de le vaincre définitivement en Guinée. Et puis, dans l'actualité encore, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité la loi de programmation militaire. C'est au cours d'une séance de travail à l'hémicycle. L'adoption de cette loi vise à rendre plus efficace l'armée nationale dans la défense et la protection de l'intégrité du territoire. François Lama, reportage. La loi de programmation militaire a été votée à l'unanimité des députés présents, ce qui porte à 34 le nombre de lois, accords et conventions déjà adoptés par l'Assemblée nationale en 2014 qui s'achèvent. À ces lois s'ajoutent 6 résolutions adoptées par l'institution parlementaire, des résolutions qui couvrent plusieurs secteurs socio-économiques du pays. Avant l'adoption de la loi de programmation militaire, la Commission de défense et sécurité, Commission de fond, a attiré l'attention des députés sur les enjeux et la nécessité de voter cette loi. Le présent projet de loi de programmation militaire vise à relever un triple défi en fixant sur un horizon de 6 ans les priorités stratégiques majeures des forces de défense guinéennes. Tenant compte des menaces, mais aussi des enjeux de puissance, les ambitions exprimées par ce projet de loi de programmation militaire visent à forger entre 2015 et 2020 les forces de défense en Guinée, capable de protéger le territoire national et les populations civiles, participer au développement économique du pays et au processus de maintien de la paix. Juste après le vote, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, au nom du chef de l'État et de la hiérarchie militaire, a salué l'engagement des honorables députés dans le soutien et la qualification des forces de défense et de sécurité du pays pour répondre à toute forme de menace. Cette loi de programmation militaire est une loi qui va booster l'armée du bas vers le haut, tout en la qualifiant de plus en plus à la satisfaction du peuple. Cette loi de programmation, donc, pour non seulement donner la possibilité légale à notre pays de recevoir de l'aide extérieure, mais aussi pour relever un triple défi, la mise en application de la politique nationale de défense et de sécurité, le respect de la volonté présidentielle pour le retour de la Guinée sur la scène internationale. Un autre texte de loi, celui relatif au code pétrolier, est en examen pour son adoption avant l'adoption définitive de la loi de finances initiale 2015. Le programme d'appui aux communautés villageoises PACV2 s'achève bientôt. À propos, une rencontre vient de se tenir au Palais du Peuple ici à Conakry pour passer en revue les acquis et les faiblesses du projet durant les 4 dernières années. C'est le Premier ministre chef du gouvernement qui a présidé les travaux. Le point avec Momelamine Kamara. Le programme d'appui aux communautés villageoises dans sa phase 2 a réussi à contribuer au renforcement des capacités des responsables locaux en matière de développement local.
Cet acquis a permis aux communes rurales du pays de pouvoir réaliser plusieurs micro-projets au bénéfice des populations. À quelques jours de la fin de son exécution, le programme a présenté son bilan d'activité dans sa phase 2 à travers ses projections présentées par les représentants des collectivités décentralisées bénéficiaires de ces expériences. Quand un maire présente des thèmes liés à la passation des marchés, à la planification locale, liés à la fonctionnalité des infrastructures, c'est parce qu'ils ont reçu suffisamment de formation et ils ont pratiqué ces activités sur le terrain et ils ont montré à suffisance qu'ils ont maîtrisé le processus de décentralisation participative. Dans le financement des investissements, il y a encore un besoin très important d'équipement des collectivités locales. Jusqu'à présent, le gouvernement a augmenté quand même sa contribution au niveau du fonctionnement des collectivités locales, mais pas de l'investissement. Le programme d'appui aux communautés villageoises PACV couvre aujourd'hui tout le territoire national. Un ouf de soulagement pour le gouvernement de voir les citoyens à la base participer activement à la gestion des affaires publiques. Je voudrais remercier au nom du chef de l'État, le président Alpha Condé et l'ensemble du gouvernement, tous nos partenaires, en priorité l'Agence française de développement et la Banque mondiale, pour tout l'accompagnement qu'ils nous accordent pour que le projet PACV soit aujourd'hui au stade où nous sommes. Notre souhait est que leur exemple inspire d'autres partenaires afin que la décentralisation dont on parle tant soit réellement le vrai moteur de développement de la Guinée. Je souhaite donc que d'autres partenaires s'associent à cette initiative en rassurant les uns et les autres que le gouvernement fera tout pour que la phase 3, comme je l'ai dit, réussisse mieux que la phase 2 qui vient de s'achever. Le programme d'appui aux communautés villageoises dans sa phase 2 s'achève à la fin de cette année. Le démarrage de la troisième phase est prévu au mois de janvier 2015. Ce nouveau programme est financé à hauteur de 15 millions d'euros, soit 150 milliards de francs guinéens. Il va s'étendre sur une durée de 3 ans. Près de 60 millions d'euros pour la Guinée. L'argent est destiné au secteur de l'énergie. C'est le résultat des négociations entre le ministre de l'économie et des finances et la Banque européenne d'investissement lors de la 100e session du Conseil des ministres des pays ACP à Bruxelles. Boubacar Ba. Une bouffée d'oxygène pour l'entreprise nationale électricité de Guinée. 60 millions d'euros. C'est le montant mis à la disposition de la Guinée par la Banque européenne d'investissement sous forme de prêts au prix de maintes négociations. Ce financement qui rentre dans le cadre du plan de redressement du secteur de l'électricité devrait couvrir la réhabilitation des centrales des grandes chutes de Banéa et Donkea, la construction des postes électriques haute et moyenne tension à Sonfonia-Kass, la réhabilitation des postes électriques de Kipé et Sonfonia, plus le réseau de distribution dans les communes de Dixine, Ratoma et Matoto. Le tout associé aux 2 centres de commande pour la répartition. C'est le ministre des Finances et le vice-président de la Banque européenne d'investissement qui ont signé l'accord de financement paraphé par l'ambassadeur de Guinée à Bruxelles. La banque a accompagné le financement des 2 mesures exceptionnelles et c'est aussi réalisé dans un très court terme. Et avec ce nouveau financement, la BOI manifeste sa volonté d'augmenter ses interventions à votre pays. Ce projet de réhabilitation, qui devrait s'étendre de 2015 à 2018, est soutenu par plusieurs bailleurs de fonds pour une enveloppe globale de 160 millions d'euros. Les 100 millions ont été déjà financés par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, le Fonds cohésien et l'État guinéen, ce qui, du coup, fait de la Banque européenne d'investissement le plus gros bailleur du projet. Et puis l'atelier de prévention du projet du comité d'analyse de recherche syndicale, CRAS, en abrégé, s'est tenu à la Caisse nationale de sécurité sociale. Il a été question de la programmation de la desserte de la problématique, de la desserte en électricité dans la ville de Conakry. Voici le reportage de Abdul Karim Kamara. Le CARES Guinée est un groupe de syndicats guinéens. Il est en collaboration avec la CSI Afrique et les organisations syndicales françaises comme la CGT. Sa vocation est de donner de la visibilité aux actions des organisations syndicales guinéennes et faire l'analyse des politiques économiques et sociales mises en œuvre par l'État.
Contribuer à la mise en place d'un mécanisme de financement durable de la protection sociale des fonctionnaires de l'État guinéen. Et spécifiquement, nous pouvons dire aujourd'hui que nous avons atteint 50% des objectifs. Le comité d'analyse et de recherche syndicale de Guinée a été officiellement créé le 11 juillet 2013. Ce comité est juste au milieu de tout ce qu'il y a comme interaction entre les différents syndicats et tout ce qu'il y a comme interaction sur l'ensemble des problèmes qui dominent ou qui régissent la vie syndicale. Réunir les jeunes leaders syndicaux dans le cadre de la recherche syndicale pour pouvoir préparer et relever vraiment le défi par rapport à la gouvernance syndicale. CARES Guinée est une structure de jeunes chercheurs syndicalistes mise en place pour la recherche de solutions impératives crédibles au service du mouvement syndical guinéen. Direction Cité internationale de solidarité CISAKIPI, une cité moderne qui attire les regards des passants. Malgré l'épidémie d'Ebola, les travaux avancent à grands pas, autant dire que la politique de l'habitat prônée par le chef de l'État enregistre de très bons résultats. Les précisions dans ce reportage de Sékou Fernand Kourouma. Les travaux du chantier de la cité moderne de Kipé avancent à grands pas. Cette cité permettra de résoudre les besoins d'habitat décent pour de nombreux Guinéens. Soucieux de cette réalité, le gouvernement et ses partenaires mettent les bouchées doubles pour atteindre cet objectif. C'est pourquoi l'entreprise chargée de l'exécution des travaux œuvre sans répit. Malgré la fièvre hémorragique à virus Ebola, les travaux ne sont pas interrompus. Une façon pour la direction de l'entreprise Marjan Grandiose d'accompagner la vision du chef de l'État. On est venu pour investir, on est venu pour faire le développement de la Guinée. Ebola est là, Ebola n'est pas là, nous on travaille. Il y a beaucoup de travail, on a amené beaucoup d'ouvriers guinéens, beaucoup d'ouvriers chinois, on travaille, ça avance à grands pas. La société aussi a contribué pour le développement de la Guinée. On a fait des donations pour Ebola, pour montrer notre bonne foi et cotiser pour Ebola. Ce chantier a créé des centaines d'emplois. Guinéens et Chinois se côtoient et courent vers l'achèvement de ce gigantesque ouvrage, digne d'une cité contemporaine. Au total, plus de 1000 logements seront attribués. À ce titre, il y aura un centre commercial, 4 salles de cinéma, des bureaux, des villas avec piscine privée, des boutiques, des espaces verts et des terrains de basketball. Mais quelles sont les mesures prises pour mettre les ouvriers à l'abri d'Ebola? Ce sont les dispositions générales qui ont été annoncées par le gouvernement, notamment les flashs, les thermoflashs, laver les mains. On a mis en place, que ce soit au siège ou au chantier, dans tous nos chantiers, nous avons pris les dispositions générales pour stopper Ebola et pour lutter contre Ebola. Au terme des travaux qui doivent durer 3 ans, le pari d'une habitation décente sera en passe d'être gagné. Fernand, merci pour ce reportage. La construction de la route Kankan-Mandiana avance après les travaux préparatoires. La Guinéenne de terrassement routier, Guiter, chargée de l'exécution du projet, a commencé l'ouverture des déviations. Le ministre des Travaux publics semble confiant. Notre reporter Fodé Bangali Fofana est allé visiter ce chantier. Voici son constat. Fini la saison des pluies. Après les travaux préparatoires, notamment les travaux de dégagement, de géotechnique et de topographie, la préparation des dossiers d'exécution, l'entreprise Guiter passe à la phase cruciale d'exécution de ce projet, le commencement effectif des travaux qui passent par la mise en place d'une déviation. C'est le bureau de contrôle international Louis Berger qui assure la supervision des travaux. Tout ce mouvement, c'est pour préparer d'abord la déviation pour les usagers. Parce que nous avons déjà tout ce qu'il nous faut pour démarrer les travaux. Et aujourd'hui, sur le terrain, nous avons déjà 20 bennes qui sont en mouvement. Maintenant, nous sommes passés à l'acte initial, c'est le commencement effectif des travaux. Pour ce, l'entreprise s'est fait doter des équipements nécessaires en matière de matériel roulant, flotte de transport, engins de terrassement, même pour les travaux futurs pour l'enrobage, les centrales d'enrobage, les centrales de concassage, propriété de l'entreprise. Et au fur et à mesure d'avancement, l'entreprise renforce encore ses ressources humaines pour atteindre les objectifs préétablis. Pour la réalisation de ces travaux, plusieurs engins sont mobilisés. Le mouvement des camions bennes transportant la latérite de la carrière à la route est infernal.
Sur le terrain, une citerne à carburant assure l'approvisionnement des camions et autres engins. Chaque équipe technique opère de son côté dans le cadre d'une bonne exécution de ce projet. Malgré l'état de dégradation très poussé dans lequel se trouvait cette route dans un passé récent, elle demeure l'un des axes routiers les plus fréquentés dans cette région de la savane guinéenne, avec des courbes les plus dangereuses ou tournants dangereux. L'élimination de tous ces tournants dangereux figure en bonne place dans ce projet dont les axes sont déjà ouverts. La route doit être conçue, suivant les directives du ministère des Travaux publics, doit être conçue conformément aux normes de la CEDEAO. C'est avoir des rayons minimum de 240 mètres pour les courbes. C'est avoir aussi une visibilité assurée, que ce soit en profil en long ou en tracé en plan. Et ça nous a obligés de contourner des courbes serrées. Ce projet de construction de la route Kankan-Mandiana est un projet qui s'étale sur une distance de 100 km à réaliser en deux tranches. Une première tranche de 40 km appelée tranche ferme et une deuxième tranche appelée tranche optionnelle de 60 km. Le projet relie la ville de Kankan à ce fleuve de Sankarani en passant par Mandiana. Il rentre dans le cadre de la stratégie visionnaire du président de la République, professeur Alpha Condé, de doter le pays d'infrastructures routières fiables. L'autre temps fort de cette édition, suite de la tournée du ministre de la Jeunesse à l'intérieur du pays, Moustapha Naïté vient de s'entretenir avec les jeunes de Beila, une rencontre qui a permis au ministre Naïté de recenser les problèmes des jeunes de la localité. Le reportage de Alia Kamara dans nos prochaines éditions d'information. La lutte contre la fièvre Ebola au centre de la tournée du ministre du Tourisme dans la préfecture de Farana. Moussa Condé, Tatavieux, a engagé une véritable sensibilisation porte-à-porte pour aider les populations à maîtriser les techniques de prévention et distribuer au même moment les kits de protection sur place à Farana. Abdul Aziz Baldi, Abdul Karim Kamara. Marela, une sous-préfecture située à 90 km de la commune urbaine de Farana, constitue la première étape de la tournée de sensibilisation contre Ebola. Sur instruction du président Alpha Condé, le ministre en charge du tourisme et les autorités préfectorales ont longuement échangé sur les modes de transmission et surtout de prévention contre ce virus mortel. La première arme, c'est la sensibilisation, c'est le dialogue. Nous sommes arrivés à débloquer beaucoup de situations, bien que dans notre préfecture, il y a eu un peu le remous, mais nous avons pu maîtriser, donc Farana est sous contrôle. De Marela, le cortège s'est rendu dans les sous-préfectures de Kalia, Sandenia, avant de prendre la direction de Tindo, Nialia et Passaya. Partout, les agents sanitaires déployés par l'Union africaine et le parrain du 140 travaillent d'arrache-pied pour lutter contre la propagation de l'épidémie d'Ebola. Au jour d'aujourd'hui, sur les 300 et quelques qui ont été suivis, il y a 45 qui ont réellement développé la maladie que nous avons transférée à Guéguédou. Et parmi ces 35, il y a eu 26 qui sont décédés là-bas. Nous avons commencé à visiter les localités où la fièvre sévit. On a commencé à rentrer en contact avec les différentes équipes, essayer de voir comment prendre en charge ces différentes personnes, comment faire le suivi épidémiologique et notamment la suivi de ces différents cas. Partout, la délégation gouvernementale conduite par Tatavieux a procédé à la distribution des kits sanitaires et la sensibilisation dans la langue du terroir sur l'impact négatif de la maladie. Les populations ont compris effectivement que c'est le professeur Alpha Condé qui a raison, parce qu'il a été le premier à être le premier combattant sur le terrain pour combattre Ebola. Et là, les populations ont admiré cela, ils ont applaudi et ils ont compris. Jeune frontalière du Libéria et de la Sierra Leone, la préfecture de Farana multiplie les campagnes d'information et de sensibilisation. Dans le même registre, le projet Endiguer Ebola par des mesures de prévention est lancé. Il couvre les préfectures de Bofa, Pita et la zone spéciale de Conakry. Il est l'œuvre de l'ONG Aimé, Action d'intégration mère et enfant avec l'appui de la Fédération de la République fédérale d'Allemagne. Mamadi Terna Kamisoko, reportage.
C'est un appui important qui va booster les différentes interventions contre Ebola à Conakry, Bofa et Fria. 3600 bidons d'eau de javel, 6000 morceaux de savon diamant et 1000 seaux à eau. Ce don doit couvrir 1000 ménages dans ces 3 localités. Par cette assistance, l'ONG EME, Action d'intégration mère et enfants et la République fédérale d'Allemagne lance le projet Endiguer l'épidémie d'Ebola par des mesures de prévention. Vu que, disons, la nécessité est grande, et nous aimons bien montrer une solidarité internationale. Nous voulons montrer que la main est à côté de Guinée. Nous avons bien décidé de financer ce projet. Nous avons des formations pour sensibiliser les familles dans lesquelles nous intervenons pour la lutte contre Ebola. Leur montrer comment diluer surtout le javel pour nettoyer les mains. Et aussi comment nettoyer les mains avec du savon. Le projet dure 6 mois pour un coût estimé à plus de 270 000 €. L'initiative est accueillie par les autorités sanitaires des zones ciblées. Je vous avoue que cela n'est pas surprenant pour nous de la part de cette ONG qui s'est toujours investie sur le terrain en renforçant le système de santé. À Conakry, l'épidémie d'Ebola recule, alors qu'à Fria et Bofa, l'alerte est donnée pour contrer la maladie. Avec ce geste d'EME et de l'Allemagne, le pari peut être gagné dans la croisade contre Ebola. Et puis bientôt, des équipes de sensibilisation seront déployées dans les 5 communes de Conakry. L'action est initiée par les jeunes du Centre d'études et de recherche d'aide au développement. La démarche vise à informer et sensibiliser les populations sur les mesures de prévention contre Ebola. Dans le même registre, l'ONG Assistance aux Maisons de Dieu a offert des kits à la mosquée de Forêt-Caria. Younousa Tawel. Mettre en place une synergie d'action pour combattre le virus Ebola, c'est l'objectif qu'affichent ces jeunes regroupés au sein du Centre d'études de recherche d'aide au développement CIRAD. Après avoir suivi la formation en technique de communication, ces jeunes se déploient dans les 5 communes de Conakry et de l'intérieur du pays. Il s'agit de convaincre les citoyens de l'existence d'Ebola, mais aussi leur expliquer comment l'éviter. En impliquant les jeunes, en impliquant les femmes, et nous pouvons essayer de sensibiliser la population et de les outiller afin que tout le monde puisse aller dans une synergie d'action contre l'Ebola. Ce n'est pas facile de lutter contre la désinformation ou l'ignorance. C'est pour ça qu'on envoie ces gens sur le terrain. Ils ne travailleront même pas seuls. À Farimoria, de la préfecture de Forêt-Caria, l'ONG Assistance aux Maisons de Dieu offre des kits sanitaires et des nattes aux 3 mosquées de la localité. Depuis l'avènement de ce virus Ebola, nous battons sur le terrain pour aider le gouvernement de la Troisième République et le peuple de Guinée en tout entier à lutter contre ce virus Ebola. Depuis l'apparition de cette maladie, nous n'avons de cesse d'implorer la grâce de Dieu afin de buter le virus Ebola. L'ONG Assistance aux Maisons de Dieu entend poursuivre son action dans les autres lieux de culte dans le pays. Dans le quartier Bessia, ici à Conakry, les responsables renforcent les séances de sensibilisation à l'intention des femmes et des jeunes. Une action marquée par la remise des kits de protection. Les organisations humanitaires sont très impliquées dans le combat contre Ebola à Conakry et à l'intérieur du pays. Le point avec Yaya Silla. La stratégie porte à porte pour mener la campagne de sensibilisation contre l'épidémie à virus Ebola est la démarche de l'association guinéenne Music Power ici dans le quartier Bessia Cité de l'Air. En prélude à une rencontre de gala de football, les responsables de cette association et d'autres cadres de l'État résidant au quartier Bessia Cité de l'Air ont offert des kits sanitaires à la population. Dans le même registre, l'ONG Tostan, Guinée, en collaboration avec le Cercle des leaders, a offert 40 kits hygiéniques aux facilitateurs communautaires des préfectures de Farana, d'Abola et Kissidou. La démarche consiste à sensibiliser plus de 2000 ménages dans 40 communautés sur les mesures de prévention contre la maladie. Ce don de 40 kits hygiéniques vient renforcer ces activités de sensibilisation et d'utilisation de ces
kit hygiénique qui permet aux 40 comités de gestion communautaire et les 40 conseils locaux pour enfants et familles de CLEF de rompre la chaîne de propagation du virus Ebola dans ces communautés. Dans le Sankaran, les citoyens de Farana ont également bénéficié d'importants kits sanitaires. Ces kits sont composés de plusieurs dizaines de savons, de chlore et de bassines pour le lavage des mains. La préfecture de Farana a enregistré 23 cas de virus Ebola et plusieurs centaines de contacts. Nous nous excusons pour la qualité de ces images. L'autre image de l'actualité nationale, le commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, vient d'installer une brigade de gendarmerie territoriale à Kouria, dans la préfecture de Koya, une brigade qui aura pour mission de sécuriser le parc de Kouria, dont les travaux d'aménagement évoluent à grands pas. Sergent Alassane Diaby est correspondant de la presse militaire. Voici le parc logistique de Kouria dans la préfecture de Koya. Un espace de 100 hectares dont les travaux d'aménagement sont en cours d'exécution par le bataillon du génie militaire. Pour sécuriser ce parc, un bâtiment flambant neuf est implanté au beau milieu du site. Il abrite la brigade de gendarmerie territoriale. Le problème de sécurité est un problème primordial en race campagne. Au jour d'aujourd'hui, les vendeurs de véhicules, le ministère des Transports qui gère ce secteur a le souci de sécurisation de cette zone, ce site. Si aujourd'hui la gendarmerie est déjà sur le terrain, ça va rassurer les vendeurs de véhicules d'occasion, ça va les encourager tout de suite de venir sur le site parce qu'ils savent que leur sécurité est assurée. Reparti en train de l'eau, ce parc de vente d'automobiles dispose des postes de police, de douane, d'une infirmerie et d'un centre d'expertise technique des véhicules. Dès demain matin à 10h, le premier rassemblement va se prendre ici. Quoi pour dire que les travaux du génie doivent être des travaux pérennisés par la sécurité. Pour que désormais ceux-là qui sont appelés à venir ici soient rassurés qu'effectivement la sécurité est déjà en place. Et je sais que dans les jours à venir, la police aussi sera là, la douane, et pourquoi pas les infirmiers qui vont être désignés à cet effet. L'opérationnalisation de ce parc logistique va favoriser le désengorgement de la ville de Conakry, obstrué par de nombreux parcs d'automobiles qui jonchent ses principales artères. Je vous disais en titre, environ 100 milliards de francs guinéens. C'est le coût global du projet de réalisation du sanctuaire marial de Bofa, un projet à l'initiative du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Le chantier se déroule normalement en deux phases. La première est en phase de finition. C'est du moins le constat de notre reporter Alassane Yugobari. Un chantier gigantesque à la dimension d'un rêve, celui d'offrir aux fidèles catholiques l'espace et le confort nécessaires pour leurs activités religieuses. Les études de ce projet sont assurées par le BAEC, Bureau africain d'études et de contrôle. Il comporte deux phases avec une première dont le chronogramme prévoit la fin des travaux avant le pèlerinage chrétien de l'année 2015 pour un coût de 35 milliards de francs guinéens environ. Et le président Alpha Condé a pensé que l'aménagement et la réhabilitation de ce site catholique pouvait beaucoup améliorer non seulement la recette de la population de Bofa, mais aussi agréer cette religion en les offrant des infrastructures religieuses fiables. Dans la première phase, il s'agit de réaliser des infrastructures prioritaires, un gradin couvert de 25 000 fidèles, un autel et sa petite sacristie, une grande sacristie, 10 blocs de latrines, une clôture de 322 mètres linéaires, l'aménagement de l'allée Saint-Joseph, une rénovation de la croix lumineuse et un forage, pour ne citer que cela. Les 5 blocs de latrines sont déjà fonctionnels, la clôture est déjà finie. Et nous sommes maintenant sur le gradin, comme vous le constatez, on tend vers la fin, il reste la toiture. Et la sacristie est au niveau de dalles, on est sur l'autel. Donc bientôt nous allons finir, nous comptons les finir avant le pèlerinage. Nous devons, dans les conditions normales, livrer l'ensemble des ouvrages d'ici avril 2015. Et c'est pourquoi nous sollicitons auprès de l'État la mise en place du crédit
qui va nous permettre d'avancer rapidement dans les travaux. Je remercie le président et son gouvernement qui ont accepté la construction de cet édifice. Mais nous le demandons d'essayer de le réaliser. Il faut que ça soit réalisé. Et la réalisation de ce projet aussi fera un peu de fierté pour le pays. Si le pape vient pour la bénédiction de cet édifice, vous voyez ce que ça va donner. Oui, aussi, ça va attirer beaucoup de monde. Donc, nous prions que le gouvernement essaye de réaliser ces projets. La deuxième phase concerne la construction d'une église de 2500 places, un centre d'accueil des missionnaires, un centre artisanal, 10 confessionnats, mais aussi l'extension de l'école paroissiale, un centre de documentation religieuse, de quoi changer la physionomie de ce sanctuaire religieux chrétien et booster les activités dans la ville de Boffa. Et puis, l'association Bayard Unis pour la démocratie et le développement a tenu son assemblée générale à Conakry. La rencontre a mobilisé les fils ressortissants de Bayard. Objectif, trouver des stratégies en vue de renforcer davantage la lutte contre la fièvre Ebola dans le Bayard. Il a été question également du développement de la préfecture de Koundara. Manga Fode Touré, notre reporter, reviendra en détail dans les prochaines éditions d'Information. À l'occasion des fêtes de fin d'année, le gouverneur de la ville de Conakry suspend toutes les manifestations culturelles à caractère public. Soriba Sourel Kamara tient au respect de l'état d'urgence déclaré par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Moussa Bangora revient sur les temps forts de cette déclaration. Écoutez. Dans quelques jours, les Guinéens seront dans la ferveur des fêtes de Noël et de fin d'année. Pour le respect de l'urgence sanitaire, le gouverneur de la ville de Conakry a fait une déclaration. Déclaration au cours de laquelle Soriba Sourel Kamara a suspendu toute manifestation culturelle à caractère public. Dans ce cadre, retenons que les plages sont et demeurent fermées. Les manifestations à haute intensité de rue dans les lieux publics, au palais et ailleurs, sont pour le moment suspendues. Les coups de pétard ou de flambeaux sont interdits. Car nous savons qu'à la fin de chaque année, le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour l'amour et le respect qu'il a à sa jeunesse et ses populations, offre des feux d'artifice au palais du peuple. Nous sommes convaincus que le même programme pourrait avoir lieu en tenant compte de l'urgence sanitaire. Dans cette dynamique, la population de Conakry est invitée à respecter les règles d'hygiène afin de rompre la chaîne de propagation de la maladie. Pour les fêtes de fin d'année, évitons tout ce qui peut compromettre l'urgence sanitaire. Ebola est là encore. Tant qu'un décret ne lève pas l'urgence, en tenons-nous à cela. Car nous remarquons que les gens commencent à oublier et pensent que Ebola est parti. Au niveau des marchés, au niveau des gares routières, des ports, des débarcadères, des hôpitaux, de l'aéroport et tout autre regroupement du monde, abstenez-vous et respectez l'urgence sanitaire. Pour éviter des risques de débordement en cette fin d'année, l'implication des responsables communaux et des élus à la base est nécessaire, et ce, pour une bonne fête de Nouvel An. Voilà la déclaration du gouverneur de la ville de Conakry, Sourel Kamara, met fin à cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À tantôt.